Cette semaine, je reçois encore un ami, l'humoriste, l'improvisateur, le comédien, le metteur en scène, Benoît Delabille. Donc bonjour Benoît. Bonjour Régis. Et bienvenue dans Humeur humoristique. Alors comment ça va ? Bah écoute, ça va bien, c'est un peu le rush ici. On est juste à 2 heures du Mons Comedy Club, le dernier samedi de chaque mois. Donc voilà, on est un petit peu dans l'urgence, mais je te consacre tout mon temps avec grand plaisir. Eh ben super. Donc justement, j'allais introduire par ça, mais tu viens me casser mon intro. Ben, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc on est ici dans un pub de Mons qui s'appelle le Citizen Fox, où tu organises le Mons Comedy Club. Donc à quelle fréquence ? Est-ce que tu peux un peu expliquer à nos auditeurs ? Très rapidement, donc c'est comme je le disais, une fois par mois, souvent le dernier samedi de chaque mois. En fait, c'est très théorique parce que ça dépend aussi de mon agenda, et donc comme je fixe les dates à l'avance, c'est moi qui les fixe, donc parfois c'est pas début du mois ou fin du mois, mais en gros un samedi par mois. On alterne entre des scènes, j'aime pas le terme scène ouverte, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais j'alterne avec des plateaux d'humoristes, 4-5 humoristes qui font chacun 15-20 minutes. Moi, j'estime que les humoristes n'ont pas le temps d'installer leur univers, et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de jouer 6-7 minutes. Et aussi des spectacles complets, comme ce soir où c'est le spectacle complet de Fanny Ruet. Et donc voilà, on essaye plus ou moins une fois sur deux, mais c'est pas forcément récurrent. Et on a aussi deux best-of au Théâtre Royal de Mons. Cette année, on a eu le premier en décembre, et on aura le prochain le 1er avril. Le 1er avril avec Nathan Drapa qu'on a reçu dans l'épisode précédent, que vous pouvez écouter, je vous en prie. C'est la 3e saison du Mons Comedy Club. C'est ça. C'est bien ça, j'ai bien fait mes recherches. C'est bien. Alors, pourquoi tu as voulu faire un comedy club ? On va commencer peut-être par ça, parce qu'on en parle déjà. Ok, il faut revenir au départ. Quand j'ai commencé l'humour, je bougeais tout le temps sur Bruxelles ou sur Liège. Et dans la région, il n'y avait rien. La région de Mons, mais même plus loin, quoi. Le plus proche était Lille, le Spotlight. Il n'y avait rien. Et donc, il y avait un café qui s'appelait l'Arcobaleno à l'époque. Et quand j'ai commencé l'humour, je me suis dit, je me fais des potes dans le milieu de l'humour. C'est petit en Belgique, donc on se connaît un peu tous. J'ai un lieu sympa, on s'entend bien avec le patron, on peut faire des spectacles, on fait de l'impro déjà là-bas, du théâtre. Et donc voilà, j'ai décidé de faire des scènes ouvertes un petit peu. C'était style 5 € l'entrée, on se repartageait les bénéfices entre nous. Il n'y avait rien d'officiel entre guillemets, droit d'auteur, etc. C'était vraiment plus un délire. Et puis finalement, ça a bien pris. Et du coup, après la 2e saison, je pense, j'ai lancé le festival Montois du Rire. Donc on s'est un peu professionnalisé. Et malheureusement, un jour, l'Arcobaleno, il y a maintenant 4 ans, je pense, c'est arrêté. Et on est venu me chercher ici au Citizen Fox parce qu'ils voulaient lancer justement des plateaux d'humoristes. Et dans la continuité, mais dans quelque chose aller de vraiment un peu plus vraiment pro, j'ai voulu proposer à Mons, parce qu'encore une fois, alors entre-temps, il y a d'autres plateaux qui sont créés. Maintenant, les plus proches, c'est Charleroi. Il y a Soum qui a un plateau là-bas. Les mercredis du rire, une fois par mois. Tout à fait, un peu le même concept, c'est dans le bar du théâtre, très sympa. Et lui aussi, ça fait quand même pas mal d'années qu'il fait ça. Et il y a eu un peu à la Louvière avec Nathan, mais c'est un peu en stand-by pour l'instant. Sinon, voilà, c'est pareil. Moi, les humoristes que je reçois ici, la plupart, ils viennent pas de la région, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est Bruxelles et Liège. C'est Bruxelles et Liège, c'est vraiment là. Et c'est la première fois qu'ils jouent un plateau à Mons, et Capitale Culturelle 2015. Il n'y a pas beaucoup d'humour. Et puis je trouve que, voilà, maintenant, le théâtre de Mons, par exemple, propose des humoristes, mais des grosses têtes d'affiche, sur lesquelles, on peut pas remplir 1000 places au théâtre avec les humoristes qu'on reçoit ici, sans méchanceté, mais voilà, c'est des humoristes qui débutent, ou en tout cas qui n'ont pas encore la notoriété pour remplir un théâtre complet. Du coup, c'est la bonne transition de Citizen pour venir jouer à Mons. C'est une salle, quand on est complet, on met 85 personnes. Donc voilà, c'est une chouette petite salle, et l'ambiance, et les humoristes adorent. Oui, c'est une scène géniale. Le lieu est super beau. Franchement, je conseille à tout le monde de le faire. Moi, je suis super content de l'avoir fait. Je l'ai fait 3 fois, je crois. J'ai joué 3 fois ici. T'as fait l'ouverture. J'ai fait l'ouverture, j'ai fait la première partie de Richard Ruben ici, c'était génial, c'est un de mes meilleurs souvenirs de scène. Et du coup, oui, tu reçois un petit peu tous les styles dans l'humour, ou tu te concentres plus stand-up Alors justement, ce qui fait, moi, j'essaye de me différencier. C'est pas pour dire je fais différent des autres, c'est juste ma sensibilité artistique. C'est-à-dire que y a énormément de stand-up. J'adore le stand-up, mais je trouve que on a trop fait, et que comme l'accès au stand-up est facile, je veux dire, faire du bon stand-up c'est très difficile, mais l'accès au stand-up est facile. Un micro et c'est bon, et je raconte ma vie, etc. Et c'est là qu'on différencie un bon stand-upper d'un mauvais. Mais voilà. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se font. Et donc la question, c'est de dire, je ne programme pas que du stand-up, et j'essaie vraiment d'avoir des plateaux où il y a différents styles. On a du sketch, on a du stand-up, on a de l'imitation, de la magie, des duos, de la musique. Il y a plein de trucs qui sont. Je trouve que voilà, ça manque un petit peu, que les plateaux qui s'ouvrent, c'est le même principe pour les humoristes et les stand-uppers. C'est facile de monter sur scène pour faire du stand-up. Réussir, c'est plus difficile. Mais pareil pour les lieux qui organisent. T'as rien besoin.
Je veux dire, voilà, j'ai un café, je mets 2 tables dans un coin, c'est bon les gars. Et il y a beaucoup d'humoristes qui ont fait des mauvaises expériences parce que n'importe qui fait un lieu, je vais faire une scène d'humour, allez, venez. Tu peux te retrouver dans une cafétéria au fond d'un grenier ou au fond d'une cave, dans des trucs où il n'y a pas de son, pas de lumière. Aussi, pas mal de trucs comme ça. C'est compliqué. Ou des fois, les gens de la salle ne sont pas au courant qu'il va y avoir un spectacle d'humour. C'est ça. Mais je finis mes pâtes ou comment ça se passe? Des fois, ils s'en rendent compte au milieu du spectacle. Ils ont le bien qu'il y avait un bruit de fond un peu agaçant comme ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Gars qui vient. Ah mon Dieu. Et donc voilà, vraiment l'idée c'est de proposer. Alors du coup, ça demandait un petit peu plus d'investissement, matériel, etc. Mais je voulais vraiment que les artistes, parce que quand tu accueilles des musiciens, tu as besoin de plus de matériel, acheter des micro-casques, plusieurs micros, etc. C'est des bêtes choses, mais il faut aussi pouvoir accueillir les gens. Et c'est, je pense, ce qu'apprécient les humoristes quand ils viennent ici. Donc j'ai plus trop besoin de pleurer pour avoir des humoristes qui viennent. Souvent, c'est plus leur dire non, j'ai pas de place, ou écoute, pour le moment, tu débutes, attends un petit peu, etc. Qui savent qu'ils sont super bien reçus, que le public il est hyper chaleureux, comme tu l'as dit, et tu l'as bien vendu. C'est vraiment notre marque de fabrique ici aussi. Et je pense que c'est parce que c'est géré aussi par un humoriste. Et je sais, pour avoir joué dans des endroits totalement pourris, où t'es pas accueilli, où tu payes ta bouteille d'eau, ce genre de trucs. Tu vois, c'est des petits détails qui font que je paye les humoristes aussi, des endroits où on les paye pas. Enfin, il y a plein de trucs. T'essaies de recevoir les humoristes parce que tu sais ce que c'est. Exactement. Et ça se ressent quand tu viens jouer. C'est chouette aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'habitués. Toi, ça doit être super chouette de voir que ça prend. Il a fallu, allez, on va dire 2 bonnes saisons. Ici, la 3e saison, j'ai un peu moins de difficultés, je veux dire, à ramener des gens. Il y a des soirs qui sont entre guillemets moins bons que d'autres, mais c'est l'avantage de la salle aussi, c'est-à-dire qu'on a une salle totalement modulable. Ici, ce soir, on reçoit Fanny Ruet, ça fait 3 mois que c'est complet, c'est des rangs, les chaises sont mises, enfin tu l'as vu. Maintenant, voilà, j'ai 30-35 personnes parce que voilà, c'est un soir, c'est en janvier ou j'en sais rien, c'est un peu plus compliqué. On met les tables, on fait vraiment ambiance café-théâtre, ça fait rempli, les artistes ils sont super contents, les gens aussi. Et en effet, on va dire que de date en date, on a moitié-moitié. On a du moitié très récurrent et on a du moitié nouveau ou qui vient 1 ou 2 fois par an, plic-ploc. Et le gros truc aussi qui est vraiment cool, c'est que les gens, parce que la majorité des humoristes qui viennent ici, les gens ne les connaissent pas, ou très peu, mais les gens font confiance et on fait confiance parce qu'on sait que ce sera qualitatif et on va découvrir, et ça c'est génial. Ouais, surtout pour les humoristes, c'est dur de se lancer parce que les gens ne nous connaissent pas et s'ils viennent jamais nous voir, ils ne nous connaîtront pas et ça continue comme ça. Mais donc ça c'est vraiment ton actualité, j'allais dire actuelle, mais c'est le principe de l'actualité. Actuellement c'est mon actualité actuelle, oui tout à fait. Ça, donc, ok. Mais si ça te va, on va remonter un petit peu dans le temps. Oui. Alors on a beaucoup de choses à raconter parce que tu as 3 spectacles à ton actif, tu as des pièces de théâtre, des passages à la télé, un festival dont tu as parlé tout à l'heure, et un comedy club à toi maintenant. Et mon expérience dans le porno, on n'en parle pas. On n'en parle pas trop parce que c'est un truc qui se veut un peu familial pour tout le monde. Mais si tu veux, on parlera un petit peu de tes débuts avec le poney, tout ça. J'avais dit que je ferais des blagues quand même. Mais je savais qu'on peut pas s'en empêcher à un moment donné. C'est dans les gènes, quoi. Alors, on va reprendre vraiment le début. Pour commencer, j'aimerais savoir si quand tu étais petit, mais vraiment école primaire, maternelle si tu veux, secondaire, est-ce que tu étais déjà un petit comique? Est-ce que tu aimais faire rire les gens ou au contraire, tu étais celui qu'on ne voyait pas, discret, dans l'ombre, qui fait une petite blague à son voisin, qui le fait rire mais qu'il ne dit pas que c'est lui? C'est marrant que tu en parles parce que c'est compliqué, c'est un peu séance psy. L'idée c'est qu'en fait j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, mais je sais que j'étais très timide, j'avais 2 potes et on était toujours à 3. J'étais parfois un peu bavard, dans les bulletins, c'est ça que je vois dans les bulletins. Bavard, mon fils a exactement les mêmes remarques, mais je veux dire, j'ai pas forcément souvenir d'avoir les petits comics, etc. Et j'étais pas le champion de la classe, j'étais pas le gars qu'on voyait, le gars charismatique ou quoi, rien du tout. Moi j'étais le petit gros dans le fond de la classe ou au premier rang justement parce que voilà, je me démerdais pas trop mal à l'école, mais je faisais pas rire. Et le déclic, parce que je pense que ta question elle est par rapport à ça, c'est à l'adolescence, on va dire vers 14-15 ans. J'en avais marre et je me faisais un peu martyrisé, mais tu sais comme les gamins peuvent être, etc. Je te dis, j'étais le petit gros, j'avais pas encore commencé à avoir des poils, à grandir, etc. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je n'étais pas du tout un petit gros également. Et je commençais vraiment à souffrir, mais du coup, tu sais, c'est l'adolescence, c'est déjà la vie c'est de la merde, ok. Et il y a eu un gros clash et je suis devenu, on s'est battu avec un gars, etc. Ça a l'air con de dire ça, mais je vais t'expliquer où je veux en venir après. Et du coup, tout le monde a dit ok, on l'emmerde plus, etc. Et alors au début, j'ai eu ce statut en disant c'est bon, maintenant voilà, j'ai imposé ma loi entre guillemets et on m'emmerde plus et voilà. Mais les gens ne s'intéressaient pas à moi, juste ils m'emmerdaient pas. Et là, j'ai senti comme un manque. Et là, j'ai commencé à dire le statut de gros baraqué de la classe, de
de musclore, etc. ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre, des gens qui commencent à graviter autour de moi parce que je fais des blagues, parce que je fais un truc, etc., ça m'a vraiment intéressé. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire un petit peu plus de conneries gentilles. Hein. J'étais très gentil, je pouvais pas trop en faire. Mon père était prof dans l'école où j'étais, et je l'ai eu comme prof d'ailleurs pour l'anecdote. Et donc, je l'ai eu comme directeur. Donc, c'est vrai. Je l'ai eu comme directeur aussi. Et là, ça a commencé, c'est des petits trucs, c'est pas une forme d'humour entre guillemets, mais à un moment donné, j'avais entendu une blague, et je la racontais, et je sentais que, voilà, c'est l'époque où j'ai commencé aussi un peu le théâtre, un peu l'académie à ce moment-là, et tout était un peu en lien. Et là, je me suis dit, ok, et je préfère vraiment ce statut-là, c'est-à-dire qu'on m'embêtait plus, parce que voilà, j'avais un statut dans la classe. J'étais pas le sale gosse, c'était vraiment un truc un peu mitigé, c'est-à-dire que voilà, des blagues, parfois c'était un dessin, j'aimais bien griffonner, etc., ou rajouter des réflexions dans un bouquin qu'on était en train de lire, qui faisait marrer mon voisin, c'est lui qui se faisait engueuler. Enfin, voilà, tu étais connu comme un petit comique, quoi. Un gars sympa qui fait des blagues et qui est cool. Et j'ai commencé à m'ouvrir, et du coup, de mes 2 potes avec qui je restais tout le temps, je me suis ouvert, et j'ai eu d'autres potes et d'autres connaissances. Et là, vraiment, autant j'ai souffert, entre guillemets, mon adolescence et mon enfance, autant le début de l'âge adulte, ou en tout cas la fin de l'adolescence, là, je me suis vraiment découvert, quoi. Ok, super. Ouais. Et est-ce que quand tu étais petit ou même pendant l'adolescence, est-ce que tu avais déjà un contact avec l'humour? Je veux dire, est-ce que tu allais voir des spectacles? Est-ce que tu regardais la télé? Est-ce que tes parents étaient forts? On regarde l'humour ou pas trop? Moi, je suis la génération bon week-end, hein. C'est-à-dire qu'avec les parents, c'était le dimanche, hein, si je dis pas de bêtises, et on regardait Bon Week-end, quoi, cette émission culte. Et donc, je veux dire, mes parents étaient pas forcément, on n'allait pas voir des spectacles d'humour avec mes parents, on n'allait pas forcément au théâtre, etc. Mais il y avait cette culture-là, et je voyais tous ces humoristes, et je pense que ça m'a imprégné. Je me suis jamais posé la question, mais clairement, j'avais un truc récurrent qui passait toutes les semaines avec des humoristes de toute la génération précédente. Mais ça, c'était une émission, je sais pas si on aura l'occasion d'en parler, il faudrait 3 heures de podcast, mais qui manque en Belgique. C'est vraiment, c'était belge à fond, quoi. C'était des humoristes qui venaient, des nouveaux, des gens qu'on connaissait pas, parce qu'il n'y avait pas la diffusion comme les réseaux sociaux et tout qu'on a maintenant. C'était vraiment la Belge, c'était des gars, c'était dans un café, même si c'était un décor, mais c'était dans un café, et les mecs buvaient de bière, quoi. Ouais, Nathan en a parlé dans le dernier podcast, mais malheureusement, moi, je connaissais pas l'émission. Ah, il faut que à mon avis, il y a moyen de retrouver des images sur YouTube ou quoi. À mon avis, il doit y avoir des gens. Ah, mais je vais faire une recherche là-dessus, mais du coup, ça te plaisait déjà? Je pense que ça me plaisait déjà, ou en tout cas que ça m'a marqué d'une certaine façon, peut-être pas sur le moment même. J'ai attendu les débuts de l'âge d'adulte, où là, je me rappelle avoir été voir Eric et Ramsey, Jamel Debbouze, le black québécois. Anthony Cavana, merci. Franck Dubosc. Là, oui, c'était vers la vingtaine d'années, quoi. Okay. Donc voilà, c'est plus tard, ouais. Okay. Et j'avais vu que après l'adolescence, enfin après le secondaire, tu as voulu faire le conservatoire, mais là, il y a eu un refus des parents. Ouais. Et du coup, tu n'as pas fait le conservatoire, mais tu as fait l'architecture. Okay. Est-ce que c'est un gros regret? Est-ce que c'est un truc que tu te dis, si seulement j'avais pu faire le conservatoire, ou au final, tu te dis, je suis content de la route que ça a pris? En fait, j'ai eu un gros regret jusqu'à il y a encore 7, 8, 9 ans, un peu après que j'ai commencé l'humour et qui m'a donné d'autres possibilités, où ça m'a bloqué certaines portes de ne pas avoir fait le conservatoire. Et maintenant, je te dis, ça fait 7, 8 ans où je regrette pas du tout, et je suis même content de ne pas l'avoir fait, parce que je vois plein de gens autour de moi qui ont fait le conservatoire et ils font rien. Enfin, c'est pas méchant de le dire, hein. Je veux dire, ils font autre chose. C'est compliqué. Oui, c'est pas parce que tu as fait le conservatoire que tu as une place dans un théâtre. Travailler avec des gens qui font le conservatoire, etc., je trouve que c'est une très bonne école, et je fais un parallèle avec l'architecture, où j'ai appris l'architecture, où en fait, tu as un prof qui va te dire, ok, moi j'aime les fermettes, et donc tout le monde va faire des fermettes, mais moi ça me parle pas les fermettes. Moi j'aime bien, je sais pas, faire l'architecture en béton, lissé, des trucs très modernes, mais tu sais que si tu veux réussir avec ce prof-là, tu dois faire des fermettes, et donc tu te forces, donc t'apprends des choses, mais sur un truc que t'as pas envie de faire, et t'es un peu formaté. Pour moi, le conservatoire, et je veux pas dénigrer le conservatoire du tout, si j'avais pu le faire, j'aurais peut-être pas le même discours, mais de ce que j'ai pu voir ou entendre avec des gens qui ont fait le conservatoire et qui ont réussi le conservatoire, etc., c'est-à-dire, voilà, j'ai tel prof, et donc je suis une telle optique de théâtre, d'apprentissage, etc., d'art vivant, tu vois, on est parti vraiment sur le théâtre. Et moi, avec ce que j'ai eu, et tu l'as dit, tu as commencé ton podcast par ça, en disant metteur en scène, comédien, humoriste, improvisateur, etc., je pense que si j'avais fait le conservatoire, j'aurais pas cette vision de vouloir faire toutes les choses. J'ai une grande théorie qui dit que tout s'imbrique, c'est-à-dire que je me nourris de tous les arts que je peux faire. C'est-à-dire que je vais me servir de l'impro pour le one-man, je vais me servir du one-man pour le théâtre, je vais me servir de ce que j'ai de mes expériences de mise en scène pour ça, enfin voilà, du cinéma, des petits courts-métrages que j'ai pu faire, etc. Tout s'imbrique. Et je pense que si j'avais fait le conservatoire, je n'aurais peut-être pas cette ouverture d'esprit, je serais parti vers un truc théâtre ou cinéma, etc. Et ça m'aurait pas permis d'avoir ça. Et même mes études d'architecture, humainement, ont été géniales, même si c'est pas ça que je voulais faire, mais ça m'a donné une vision artistique
Et il y a plein de choses que j'emploie dans le boulot maintenant, dans un DB Production, dans tout ce que je peux faire. Tu sais, ça peut être juste un peu d'infographie, faire son affiche, machin, etc. C'est des trucs que j'ai appris à l'archi, tu vois ce que je veux dire? Toutes ces choses, voilà. Et l'ouverture, l'acoustique d'un lieu, c'est con, hein, mais c'est comme maintenant, j'arrive dans un théâtre, etc. J'ai des trucs sur l'acoustique, sur le travail de décor, dans la mise en scène, les couleurs, etc. Et tout, en fait, tout ça, ça m'a apporté énormément. Ça t'a enrichi. Mais grave. Mais ça a été un gros clash parce que oui, moi j'ai terminé ma réto à 17 ans. Moi, je commençais l'académie depuis 5-6 ans. J'avais intégré une petite troupe de théâtre amateur. C'était mon rêve, c'était ça. Et mes parents, qui sont pas du tout dans le milieu artistique, ils sont profs tous les deux, m'ont dit voilà, mais c'est quoi? Non, tu vas finir sous les ponts ou machin, ou c'est la drogue, c'est l'alcool, les putes, les prostituées, pardon. C'est un podcast familial. Tu le dis bien mieux que moi. Je le dis bien, c'est dur à prononcer. Et j'ai fait l'archi par désespoir en disant c'était le truc qui était un peu artistique, tu vois, je faisais un peu de dessin, voilà, et finalement je suis pas resté dedans. J'ai fait toutes mes études, j'ai fait mes 10 ans de stage, j'ai travaillé comme indépendant jusqu'au moment où j'ai dit mais arrête de l'habit, t'es pas du tout dans la bonne voie, tu es en train de t'embarquer là, et ça te plaît pas, arrête, et voilà, mais je regrette pas. Bah tant mieux, parce qu'il fallait que j'en parle à un moment donné. Ah mais c'est très bien, non mais je le vis très bien, et ça a été toujours dur avec mes parents et puis jusqu'à quelques années où maintenant ils se rendent compte que... Oui, maintenant ils font partie de ta maison de production, tu l'as mentionné à un moment donné. Oui, à DB Productions, la boîte de prod, c'est-à-dire que oui, il me fallait 3 personnes pour créer ma boîte de prod et donc je suis actionnaire majoritaire, mais j'ai mon père et ma mère qui sont logiquement les 2 personnes en qui je peux avoir le plus confiance. Et je veux dire, oui, mon père s'implique un peu, il fait un peu la compta, etc. Donc, toi aussi, donc voilà, si vous venez au Mons Comedy Club jouer, si des humoristes écoutent ce podcast, vous aurez des belles photos, de belle qualité. Non, c'est vrai. Et ce soir, c'est moi qui les prends parce qu'il est pas là. Mais tu vois, je fais ça aussi. Ce soir, Fanny Rue. Ce sera des photos floues, des photos de merde. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Non, mais voilà, clairement. Mais il a fallu ce déclic. Il l'avait pas au départ, mon père. Ça a été. Il y a eu à un moment une pièce, machin, mais on n'a pas le temps d'en parler ici, où il y a eu vraiment un déclic de sa part. Il s'est dit, merde. Je pense qu'il s'est dit, mon fils, je crois qu'il est doué. Enfin, le terme est un peu. Enfin, tu vois. Finalement, ce qu'il fait, c'est pas mal. Et il s'est dit, j'aurais peut-être dû le soutenir un peu plus dans ses projets. Et depuis, je pense qu'il y a eu un déclic. Et comme avec la société de production, il y a un truc, parce qu'on me paraît être quelqu'un de très cartésien, etc., qui lui permet de s'impliquer et de montrer quand même il croit en moi d'une certaine manière. Et donc voilà, il fait la compta, les factures, les trucs. Moi, c'est un truc qui m'arrange tout à fait parce que c'est le côté que je détestais déjà dans l'architecture, que je déteste encore plus maintenant. Mais voilà, donc ouais, c'est très bien. Ah bah super. Et du coup, si je me trompe pas, avant de commencer l'humour, tu as commencé l'impro. Tout à fait. Donc, et l'impro, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment t'as commencé? En fait, l'impro, donc j'ai fait l'académie, tout ça, cours très scolaires, etc. J'ai fait l'art dramatique, ça m'a plu. Je suis rentré dans une troupe de théâtre et je suis un peu revenu. On fait un parallèle avec le conservatoire. Je suis devenu dans un tunnel un peu, ouais, voilà. Je vais faire le théâtre. Le théâtre, c'est bien. Le théâtre, c'est comme ça, c'est carré et artistiquement, etc. Et j'avais une frustration artistique de me dire, j'aime bien suivre un schéma, etc. Mais tu sais, tu avais une mise en scène et tu te dis, ouais, moi j'aimerais bien. Je me dis, tiens, pourquoi mon personnage, il aura pas un accent? Ou tiens, pourquoi mon personnage, il doit absolument faire ça? Alors, il faut suivre le metteur en scène. Mais j'étais bloqué, j'arrivais pas à proposer des choses. Et puis, j'ai découvert l'impro un peu par hasard. D'abord, de voir un match d'impro. Et j'ai vu un match d'impro, là, c'était une révélation, à l'époque de l'AMI à Mons, qui était une salle. Enfin, en plus, c'était génial. C'était un bâtiment dédié, c'était un temple à l'impro. C'est impressionnant. Pour le public, c'était aussi vraiment chouette. Enfin, moi, c'est mes souvenirs d'enfance d'impro. Je voulais pas aller. Et je suis allé une fois et j'ai plus jamais. Toutes les semaines j'étais là. Impossible de m'en empêcher d'aller voir. Surtout quand tu vois des improvisateurs québécois qui se ramènent et qui ont un niveau. Enfin, vraiment, moi, mais c'est ça qui a été le contact avec le Québec. Je suis tombé en amour pour le coup avec le Québec, l'humour, l'accent, le style, grâce à l'impro. Donc toi, tu as commencé l'impro avec l'AMI, tout ça, et ça a vraiment été un coup de cœur direct. En fait, j'ai vu un match d'impro et j'ai eu 2 réflexions qui sont faites. La première, c'est de dire, mais c'est génial, c'est le truc, tu peux faire toute la frustration que j'avais par rapport au théâtre, tout en ne dénigrant pas le théâtre. Attention, on est bien d'accord, mais là, je peux faire, là, si j'ai envie de faire un accent, je peux le faire, là, si j'ai envie de faire un truc, je suis mon propre metteur en scène, et en plus, bah voilà, il y avait une ambiance, il y avait un truc qui donnait envie. Et le deuxième truc, je me suis dit, en fait, je suis sûr que je suis capable de faire ça. Peut-être pas aussi bien, peut-être pas avec, l'arrogance et dire, oui, ben, je vois tel joueur, etc., je joue aussi bien que lui, mais en tout cas, dire, en fait, je sais le faire. Si tu me dis maintenant, tu me donnes un thème, je sais que je
peux raconter une histoire, je peux interpréter un personnage, puisque j'avais le background et j'avais dans cette tête ce foisonnement d'idées chaque fois qui, je pense que c'est ma grosse qualité et c'est mon gros défaut aussi, c'est que ça foisonne tout le temps. J'ai toujours 10 000 projets, 10 000 choses qui sont mises en place. Et là, du coup, en impro, ça me permettait d'avoir un truc instantané, de pouvoir avoir 10 000 pistes. Après, justement, le plus dur, c'est d'en choisir une. Mais et ça, ouais, j'ai tout de suite dit, et j'ai dit ça, je veux faire, ça, je veux. Je crois qu'après le premier soir où je suis retourné 15 jours après, et j'ai été voir après, je dis bon, comment on fait, qu'est-ce qu'il y a, il y a des cours, comment ça se passe, et après, c'était lancé. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, un gars que je trouvais et que je trouve toujours génial en impro, c'était Robin Guéry, et c'est lui qui fait la régie maintenant au spectacle du Mons Comedy Club. Donc, je confirme, un improvisateur de fou. Je suis totalement fan de ce qu'il fait, c'était mon parrain en impro d'ailleurs. Et ce qui est marrant, c'est que tout se relie, quoi. Voilà, là ici maintenant, je cherchais un régisseur et hop, et c'est lui, alors que c'est un gars que j'ai connu, bref, et que j'adule toujours autant. Je t'aime, Robin Guéry. Moi aussi. Je tiens à le dire, moi c'est un des premiers improvisateurs que j'ai vu. Il est maintenant dans la Ligue Pro à Bruxelles avec un niveau exceptionnel que j'espère un jour avoir, mais comme je fais plus d'impro, ça m'étonne. C'est plus compliqué, mais ça ne se perd jamais. C'est comme le vélo, hein, voilà. Et on y revient tout le temps à l'impro. Mais du coup, est-ce que l'impro, ça t'a vraiment amené à l'humour ou pas? L'impro m'a amené à l'humour, pas parce que je fais de l'impro, je me suis dit je vais faire de l'humour, c'est parce que j'ai rencontré une personne qui avait un festival de différents arts vivants. Il a lancé ça, c'était la petite valise au rêve, Greg Broadcorn. Qui était. Ah oui, tu étais à mon premier. Et l'histoire, c'est qu'en fait, donc c'est un improvisateur aussi, il fait plein d'autres choses, il fait du clown, ou un personnage passionnant aussi. Un soir, je ne sais plus pourquoi, etc., il me parle de son festival, il fait de l'impro, il a une pièce de théâtre, il a plein de trucs. Et il me dit, tiens, t'avais pas parlé, parce que j'avais parlé de ça une fois à une soirée, etc., en disant, tiens, j'aimerais bien m'essayer un sketch, un truc, c'est Géry Baudouin, pour citer tout le monde, qui m'avait dit, mais toi, tu devrais faire de l'humour. Et j'avais juste dit ça, je dis, ouais, peut-être qu'un jour, je me lancerai, je ferai un sketch, etc. Bref, je reviens, Greg Broadcorn qui me dit, voilà, je fais mon festival dans 3 mois, il me manque un one-man show, est-ce que ça te dit? Et sur le moment, je fais, ouais. Et puis ça fait, mais pourquoi je dis ça? J'ai 3 mois pour écrire un spectacle. Mais c'était 1 heure de spectacle, quoi. C'était écrire un spectacle. J'avais jamais fait un sketch. J'avais fait de l'impro. Je voyais que en impro, je suis un gros cabotin et je voyais qu'il y avait certaines blagues, etc. Mais ce qui fait la magie de l'impro, qui est l'instantané, la blague que tu lâches sur le moment ne va pas faire rire si tu la réécris après, telle quelle. C'est la magie de l'instant qui fait que. Et ce qui est bien, c'est que si elle ne marche pas, c'est pas grave. 2 minutes après, t'as une autre impro et c'est reparti. Et tu n'es même pas obligé d'être drôle. Voilà. Et en plus, en impro, après, en humour, tu choisis d'être toi-même ou d'être un personnage, mais en impro, t'es toujours un personnage. Donc, c'est jamais toi et tu t'en fous, t'es passé, comme tu dis, t'es passé à une autre histoire. T'es même pas passé à une autre blague, t'es passé à une autre histoire. Entre-temps, t'as fait ta blague du curé, voilà, et puis en fait, après, t'es devenu un facteur, puis t'es devenu une vache, et puis c'est bon, c'est passé. Que tu fais ton spectacle, ta vanne qui est vraiment pourrie, foireuse, etc., tu dois l'assumer quasi jusqu'au bout. Oui, et en plus, le public se dit, cette blague, il l'a préparée, et donc il l'a écrite, voilà. Il l'a réfléchie, il l'a répétée, donc lui, il considère que ce qu'il nous fait là, c'est drôle. Oui. C'est dur, hein, parce que quand le public se dit mais c'est pas drôle, c'est très dur parce qu'il se dit mais comment il a pu penser que c'est drôle? Mais des fois c'est tellement subjectif aussi que c'est super dur. Mais donc je veux dire voilà, l'impro m'a aidé à écrire. Je me rappelle d'ailleurs avoir testé une version improvisée. J'avais fait plusieurs matchs d'impro d'affilée et j'avais dit aux gens avec qui je jouais, je dis s'il y a une solo ou s'il y a une catégorie qui permet, etc. Juste est-ce que je peux monter et je vais tester des trucs pour mon spectacle. Et ça c'était à l'époque de l'Arcobeleno et 2-3 spectacles avant, style chaque soir je testais 2 ou 3 impros, je voyais un peu où plus ou moins je voulais aller et j'ai testé des trucs. Et puis après j'écrivais vite en disant ça a plus ou moins fonctionné mais il faut le transformer, etc. Donc voilà, donc le lien il s'est fait pas parce que je connaissais quelqu'un de l'impro en fait qui m'a amené à ça et qui m'a forcé à écrire un spectacle en 3 mois. Et qui, pour ceux qui me connaissent comment je fonctionne, que j'écris en 1 semaine. Je travaille dans le rush tout le temps et je continue. Hein. On est beaucoup à faire comme ça, c'est la date butoir que tu te dis j'ai plus le choix. Mais en fait, et ça c'est d'expliquer aux gens qui ne travaillent pas comme ça, qu'il faut se faire comme ça. Je dis c'est pas parce que j'ai 3 mois et que j'en prends 1 semaine pour écrire, etc. Moi pendant ces 2 mois et demi qui sont passés avant, j'ai fait que cogiter. J'ai fait que réfléchir à ça, parfois prendre 2-3 notes sur un post-it, etc. Et en fait, quand tu te mets devant ton clavier ou devant ton stylo et ta feuille, c'est à ce moment-là que tout se met en place et que tu as réfléchi. Si tu n'as vraiment rien fait et que tu as oblitéré ça, c'est pas possible. Il y a quelques personnes qui le font. François Pirette est capable de t'écrire un spectacle complet en 1 soirée. Voilà, c'est sa seule qualité, soit dit en passant. Mais non, balance pas. Mais voilà, moi je ne pense pas être capable de faire ça. Je me suis jamais forcé à le faire, mais je ne pense vraiment pas avoir arrêté de ça. Mais voilà, ça fonctionne toujours comme ça dans le rush en effet. Ok, donc du coup c'était ton premier spectacle qui, s'il me semble, s'appelait Pourquoi pas moi.
Le titre complet, même pour être d'accord que j'ai raccourci, après c'était Bilou se la raconte. Okay. Pourquoi pas moi? Parce que j'étais déjà dans une optique en disant Bilou se la raconte, on va faire une série. Ah, pourquoi pas moi? Pourquoi pas ceci? Pourquoi pas cela? Etc. Et bon, finalement, j'ai changé entre-temps, mais voilà. Ok. Pour ceux qui écouteraient, Bilou, c'est le petit nom que tout le monde lui donne. D'ailleurs, moi, j'essaie de l'appeler Benoît, mais j'ai l'impression que ce n'est pas à lui que je m'adresse quand je dis Benoît. Pour moi, c'est Bilou depuis... Il y a plein de gens qui sont choqués quand ils m'entendent. Il y avait encore, je ne sais plus qui, on était chez des amis et Caroline m'appelle, donc ma compagne m'appelle, hey, Benoît ou je sais pas quoi. Et je dis quoi, qui, quoi? Ah, c'est choquant quand tu le dis. Parce que voilà, mais c'est l'avantage, c'est que je sais que quand on m'appelle Bilou, c'est des gens que j'ai connus dans le milieu de l'impro souvent, puisque c'est à ce moment-là, il y avait trop de Benoît en fait dans la ligue à l'AMI où on était, et donc il fallait trouver des surnoms à chacun, et Bilou, mais ça... Pareil, c'est un podcast de 5 heures qu'il faut. D'où vient le surnom? En tout cas, voilà, Bilou. Et on peut m'appeler Bilou, je ne l'apprends pas mal du tout, c'est mon surnom. Plein de podcasts avec toi. Mais voilà, c'est une saga. C'est une saga qu'on va faire. Alors, tu as intégré du coup après le collectif l'Agence Tout Rire. Oui, j'ai bossé, j'ai fait mes petites recherches. Après, je le savais. Je le savais déjà. Il y a des trucs que je sais, mais après, moi, l'humour, ça m'a toujours passionné. Du coup, moi, c'était un des premiers. Oui, je crois. D'ailleurs, c'est Nathan qui disait ça avec moi hier. Mais moi, c'était le premier humoriste que je connaissais qui faisait de l'humour. Enfin, la première personne que je connaissais qui s'est mis à l'humour. Et je me suis dit, waouh, on peut le faire. C'est ce que Nathan disait avec moi, et maintenant c'est l'inverse, c'est marrant. Et du coup, tu as intégré l'Agence Tout Rire, et il y avait qui encore dans ce... Alors, qui continue maintenant? Non, ça continue pas. Non, qui continue? Alors, des humoristes qui ont t'avais Jérôme de Warzé dans l'Agence Tout Rire, qui a arrêté, qui s'est mis en stand-by l'année où on a commencé. Il y avait PE, qui est toujours, voilà, je réfléchis à ceux qui sont dedans. Je vous conseille énormément, PE, moi j'adore. T'avais Bénédicte Philippon. Okay. Des poufs du cactus. Il y avait, en fait, on était quand même une grosse bande. Je suis rentré l'année où ils ont fait un genre de casting parce qu'en effet, ils savaient que Jérôme allait faire une pause. Il y avait Cody, si au tout début, tout à fait. Et donc Jérôme, Cody, etc. allaient faire une pause et donc ils ont fait un genre de grand casting d'humoristes et puis il y a eu sélection. Enfin, il y a eu des trucs, et des workshops ensemble pour voir comment ça fonctionnait. Et donc on est rentré, on a été quand même un certain nombre à rentrer. Et finalement, en voyant comment ça se passait, il y en a plein qui ont arrêté, etc. Enfin, il se passait pas mal, hein, mais je veux dire, on avait un spectacle logiquement à écrire tous les mois. Donc c'était des réunions, c'était de l'écriture, chacun de son côté, on se revoyait, on retestait, etc. Et puis voilà, le concept, je trouvais génial, et c'est un concept que j'aimerais un jour relancer, mais ça fait partie de tous ces projets, de toutes ces fardes qui sont chez moi, et c'est toutes des couleurs différentes, et chaque fois c'est des projets. Mais il y en a plein, il y en a trop, parce que je trouve ça génial, mais c'est un super travail d'écriture, parce que du coup, t'es tout le temps sur le rôle. Un spectacle de, voilà, tu dois toujours être en ébullition, parce qu'on faisait des sketchs, on faisait beaucoup de sketchs, etc. Puis on mettait des fois des extraits de nos propres one-man, ou en tout cas des trucs qu'on aimerait bien tester nous, tout seul. Et puis on partait sur des thématiques, on essayait de prendre une thématique générale, style le carnaval, le travail, que sais-je, enfin tu vois, un sujet. Et alors ça partait dans tous les sens. Je me rappelle des sketchs, une soirée où je faisais un super-héros, un recruteur de super-héros. Après, je faisais une chanson, une parodie de Sound of Silence qui s'appelait Le son de la proute. Oui, c'était pas forcément très fin, mais ça m'a fait rire. Je pense que je l'ai encore sur une vidéo, ce truc-là. Bref, après, je faisais un duo avec Bénédicte Philippon où je sais plus ce qu'on faisait. Elle faisait une vieille femme. Enfin, bref. Et donc, sur la soirée, tu faisais plein de trucs et c'était des changements de costume. Donc, tu mélangeais du théâtre. Il y avait une partie d'impro, à pas se mentir, mais si beaucoup était écrit, si ça prenait bien, etc. Et tu avais un public qui était derrière, qui était là pour dire qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Et ils savent qu'on a eu un mois et c'était que du neuf tout le temps. Mais c'est un peu ce que Jérôme de Warzé a fait avec le Grand Cactus à la télé, un peu. C'est un peu l'idée. C'est vrai que je me suis jamais fait la réflexion dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu... Beaucoup de sketchs, beaucoup de trucs préparés, de l'écriture au quotidien. D'ailleurs, tu as écrit pour le Grand Cactus? Ouais, 2 saisons, ouais, la première et la deuxième saison. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes, t'as le format télé et présentateur, chroniqueur que tu n'avais pas. Mais sinon, après, oui, voilà. En fait, tu as le public qui est là et il est replacé ça dans une émission de télé. Ouais, clairement, on peut envisager ça comme ça en disant, là, c'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours, un sketch. Et on est plus sur l'actualité. Nous, c'est vrai que l'avantage avec l'Agence Tout Rire, c'est qu'on n'était pas obligé d'être dans l'actu. On essayait souvent de faire une blague ou deux sur l'actu, mais voilà, c'était pas le but premier, quoi. Ok, mais du coup, ça a vraiment été formateur. Ça t'a permis de déguiser ta plume, de monter sur scène souvent et tout ça. C'est une super école. C'est là d'ailleurs que j'ai commencé, enfin je suppose que ça va être la suite, écrire le deuxième one-man show, c'est justement être confronté à des gens qui étaient déjà plus expérimentés que moi dans l'humour sur scène, de devoir se forcer à écrire
Et pas de se contenter de son spectacle qui fonctionne et puis on dit ouais ça je vais changer, ça je vais changer. Elle dit non, t'as pas le choix, faut que t'écrives. Et on n'écrivait pas que pour nous, on n'écrivait pas que nos sketchs, on écrivait ceux des autres, on les envoyait, on lisait ce qu'ils avaient, donc on lisait leurs sketchs, du coup ça faisait ah ouais mais ça c'est une bonne idée ou tiens ça ouais on voit pas trop où ça veut en venir. Et puis c'est là que je me suis rendu compte de toutes des choses qui sont super importantes comme le phrasé, comme le rythme, etc. Ou quelqu'un qui t'envoie quelque chose, tu dis bah c'est pas drôle et puis il te le lit. Dis tiens, lis-le-moi. Ah ouais, en fait, ouais, toi tu le fais comme ça, dans ce rythme-là, avec ce ton de voix, et ça change tout. C'est ce qu'on disait avec Nathan hier, dans l'épisode précédent du coup, pour ceux qui écouteront. C'est que moi je fais ces blagues, elles ne sont pas drôles. Et la première fois qu'il me les a dit hors contexte, j'ai pas trouvé ça drôle. Il m'aurait dit, je vais faire ça sur scène, je lui aurais dit non, le fais pas. Bien sûr. Et il l'a fait, il a cartonné. Mais donc c'est clair, ça il faut. La personnalité, rythme, toute l'importance des respirations, des silences, des regards, du jeu, tout ça amène en effet, tu peux avoir la blague la plus drôle du monde si tu l'amènes pas. Et c'est le grand problème de certains humoristes que je connais. Je connais des gars qui ont des plumes magnifiques, mais qui sont incapables de vendre leur sketch sur scène. Et à côté de ça, ils écrivent pour les plus grands. Mais voilà, c'est un peu l'histoire de c'est Brassens qui écrivait pour les autres jusqu'au jour où on lui dit vraiment allez vas-y c'est bon et il a pris son courage à deux mains entre guillemets mais sinon il aurait continué à écrire pour les autres, il était super doué pour écrire. Oui mais il y a des gens qui sont aussi très doués pour écrire, par exemple je pense à Navo qui écrit avec Kian Kojandi qui est un écrivain à une plume géniale mais lui il le dit, il n'a pas plus que ça envie de monter sur scène, en tout cas pour le moment. Oui c'est ça, il y a ceux qui n'ont pas l'envie mais ceux qui ont l'envie et qui malheureusement n'y arrive pas. Ouais, je ne citerai pas de nom, etc. Mais j'ai vu un humoriste sur scène. Je trouvais que les vannes n'étaient pas mauvaises. Je dis c'est super. Il y a vraiment une belle recherche, un peu de jeu de mots, enfin jamais vraiment beaucoup. Mais c'était un plat total. Ça a été un four complet. Et puis tu discutes avec le gars, tu sais qu'il écrit des textes pour plein de super humoristes qu'on connaît en Belgique et en France. Et tu fais ok, c'est là que je reconnais l'anime. Mais voilà. Et d'ailleurs, il fait pas de scène. Il a essayé. Et donc c'est la grande frustration. Alors soit tu l'acceptes. Tu dis, bah voilà, j'ai pas ça, Sarah, ou tu fais tout pour, ou tu t'accroches, et t'évolues ou pas, mais voilà, il faut l'accepter aussi. Et du coup, après, tu as écrit ton deuxième spectacle, avec lequel tu as vraiment décollé, la drague pour les gros nuls, c'est bien ça le titre. Tu as gagné le festival de Bierge, le festival de Remicourt, tu as gagné le prix au Vous Rire, ce qui t'a permis de faire un festival en France, le festival de Marrakech, et le festival Grand Rire de Québec. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à te jalouser énormément. Avant, ça allait, je te jalousais moyennement, voilà. Mais je me suis dit, il a pas de cheveux, moi j'en ai. Après, t'as fait le Québec, je me suis dit, voilà. Ah merde, il a fait le Québec, le salaud. À partir de maintenant, je suis jaloux et je le resterai jusqu'à ce que je fasse la même chose, ce qui n'est pas encore le cas. D'ailleurs, vous pouvez lancer un crowdfunding. Pour aller jouer au Québec, maintenant c'est le Grand Rire Bleu, c'est ça? Je pense que ça a changé de nom. Du coup, ça c'est vraiment le one-man show avec lequel tu as tourné un peu partout. C'est ça. En fait, après l'agence Tout Rire, pendant l'agence Tout Rire, j'ai rencontré le frère de Tom Faili. Qui travaillait, en fait, il gérait un peu l'agence Tout Rire, c'est lui qui était à la base du concept. J'ai proposé des DJ, il me dit, tiens, t'as déjà un spectacle? Je dis, bah oui, j'ai un spectacle, et je lui ai montré mon spectacle, et il me dit, écoute, ce qu'il y a dedans, après, avec l'expérience qu'il avait, mais il travaillait déjà avec Jérôme, etc., donc il avait quand même un regard quand même très pro, critique et professionnel. Et il me dit, écoute, ton spectacle, dans ton spectacle, t'abordes deux grands sujets. T'abordes, parce qu'au départ, c'était pourquoi pas moi, c'était mon histoire, dire à un mec finalement, il se dit bah tiens, pourquoi je ferais pas un peu d'humour, etc. Et l'autre c'était un sujet qui revenait souvent, c'était les femmes, la séduction, la relation, etc. Enfin tu vois voilà. Et il me dit si tu veux écrire ton spectacle, je pense qu'il faut que tu partes sur un des deux axes, mais mélanger les deux, c'est un peu, on s'y perd un peu et tout. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et du coup j'ai pris l'axe où j'avais le plus de, comme j'avais déjà fait un spectacle, l'axe du mec qui monte sur scène. Je dis pas je pense pas que des milliers de personnes avaient vu ce spectacle-là, le premier, mais en tout cas, peut-être m'inspirer un peu moins parce que du coup, je l'avais déjà fait, donc j'étais un peu moins dans l'émotion, dans le truc de je vais écrire que. Ou alors ça va être, oui, mon souvenir d'être monté pour la première fois sur scène, mais ça n'a aucun intérêt parce qu'encore une fois, personne ne me connaissait, enfin bref. Et là où j'avais plus facile, je pense, à écrire, parce que voilà, c'est quelque chose que je vis, je suis un homme blanc hétérosexuel, avec des hauts, des bas, qui a dû draguer, qui a vécu des longues relations, pas, enfin bref, donc c'était un sujet que je pense que je maîtrisais, etc. et qui me fait beaucoup rire. Et donc du coup voilà, j'ai travaillé sur ce spectacle-là. C'est avec lui qu'on a travaillé sur un visuel, c'est avec lui qu'on a travaillé sur pas mal de choses. J'ai décidé de prendre un metteur en scène qui était Barbara Dullière, qui est aussi quelqu'un de monstre, etc. qui m'a aidé un petit peu à mettre en place. Et c'est là que j'ai compris l'importance de un regard. Elle est pas du tout dans le one man. Et je pense que je suis le seul humoriste avec qui elle a travaillé. Et on s'est vu quelques fois. On n'a pas travaillé tout ensemble, mais vraiment je voulais son avis sur quelques sketchs. Et là où
j'ai vu l'importance de la respiration, du fait que tu dis ta blague et t'es là et ta bouche elle est comme ça et puis t'es en train de parler. Je marchais beaucoup, je faisais beaucoup d'allers-retours. C'était mon gros problème. Et me dire, attends, mets ta pause là, tac. Là, tu mets ta punchline, tu vois. Enfin, on n'utilisait même pas le vocabulaire humoristique parce que c'est pas un monde qu'elle connaissait et moi je commençais à le découvrir. Donc les mots comme punchline, etc., ça venait pas en bouche. Elle avait même un vocabulaire théâtral et je pense que cette vision théâtrale m'a beaucoup aidé. Et c'est là que j'ai vraiment fait le tri en disant mais oui, mais tu dois te nourrir de tout, du théâtre, tu te nourris de l'impro, du one man, etc. Bref, et donc c'est ce spectacle-là qui était le plus abouti. J'avais mon format 15 minutes et mon format 8 minutes. Et c'est ça qui m'a permis d'aller commencer à faire des festivals avec un 8 minutes, parce que c'est souvent le format qu'on demande en festival, 10 minutes max, etc. Avec un format efficace où je savais que ça fonctionnait, que la majorité des vannes fonctionnaient, que j'avais un potentiel sympathie pour certaines choses, etc. Qui me permettait d'amener mon spectacle complet si on le désirait. Parce que je veux dire, souvent le sketch séparé du spectacle complet, parfois les spectacles n'ont rien à voir. Mais là, on comprenait ma thématique. C'est là que j'ai commencé à utiliser des visuels, etc. Enfin, plein de choses, à ce que ce soit un personnage, et plus Benoît Delabie qui présente, mais un personnage de conférencier qui a mon même nom que moi, mais en tout cas ça me permettait de faire plein de choses. Bref, c'est le spectacle qui m'a permis d'aller faire le festival. Et la même année, oui, j'ai gagné Bierge, Rémicourt, j'ai aussi des premières parties pour Rochefort parce qu'ils ont un festival off entre guillemets. Et voilà, et l'année d'après j'ai proposé le Vous Rire. Mais voilà, donc c'est vraiment un spectacle où j'ai pris plaisir et où j'ai commencé à faire pas mal de scènes, des super scènes, des scènes tout à fait pourries. Là, on vient au début en disant que tu tombes sur tout et n'importe quoi, où tu commences à vendre ton spectacle. Et ça, c'est le truc où tu as un centre culturel qui vient te voir et dit voilà, on a vu, c'est bien, ou qui te propose une première partie, puis qui adore et dit on va t'acheter ton spectacle, c'est combien? Et là, tu te dis combien je peux vendre mon spectacle? On peut vendre ce spectacle, je vais te payer parce que je me rendais bien compte que il y a certaines scènes qui étaient un peu rémunérées, mais parfois les prix que tu gagnais sont des prix de papier, c'est-à-dire où on te donne une première partie, où on machin, etc. Outre le Vous Rire qui pour moi est le seul festival qui donne un vrai prix par rapport à ce qu'il vise, parce qu'ils te permettent d'avoir une visibilité à l'extérieur et que sans dénigrer du tout les festivals de Rémicourt qui malheureusement existent sans exister encore, Bierge qui n'existe plus, maintenant c'est Zigo, Matico, Kata, je ne sais pas quoi, c'est pas du tout pour dénigrer, c'est parce que je ne retiens pas le nom. Rochefort qui chaque année se demande s'ils vont le refaire ou pas parce que voilà, c'est un tellement gros truc que je pense que c'est difficile dans la gestion. Bref, tout ça pour dire que on va te demander tout spectacle complet. Qu'est-ce que je peux demander pour un spectacle complet? C'était tout un questionnement et je pense que je n'ai pas demandé beaucoup. J'aurais pu demander plus, mais c'est pas grave. Mais c'est là que ça s'est professionnalisé. Ouais. Et là, on en avait parlé à la fin d'une scène une fois, mais là, tu as été au Québec et tu t'es dit, waouh, c'est tellement bien pour les humoristes, le Québec. C'est un autre monde par rapport à la Belgique. Surtout qu'à ce moment-là, on était encore moins près que ce que ça l'est pour le moment. Maintenant, ça commence vraiment à se développer. Mais avant, beaucoup, beaucoup moins. Et au Québec, tu m'avais dit, c'est génial. Mais ce qu'il y a au Québec, c'est que c'est considéré comme un métier. C'est pas comme ici, comme la caricature, tu fais quoi, t'es humoriste? Oui, mais ton vrai métier, etc. Tu dis t'es humoriste, ah ouais, tu fais quoi comme ça? Tu joues quand, la prochaine, etc. Et c'est pas dire, ouais, mais tu arrives à en vivre ou t'es passé à la télé. C'est ce qu'on a en Belgique. Non, là-bas, c'est un vrai boulot. Et je discutais avec des humoristes québécois. Puis on dit, voilà, je veux dire, j'ai une maison, j'ai un char, voilà, je roule pas sur l'or. Il me dit, voilà, mais c'est mon boulot, quoi. Je suis humoriste. Mais après, rien qu'à Québec même, après Montréal, c'est encore plus. T'as tellement de scènes que tu peux jouer plusieurs fois par soir, plusieurs fois par semaine, et t'es chaque fois rémunéré. Du coup, tu vis de ça. Moi, quand j'ai joué à Québec, donc c'était mon prix du Vous Rire, j'avais gagné le Vous Rire, c'était déjà génial. On avait payé le trajet en avion, j'étais au Hilton pendant 5 jours. Ils sont venus me donner des dollars en me disant ça c'est pour manger, parce que tu vois, il y avait un mess pour les humoristes. Donc tu fais waouh, et je sors de ma première scène et ils me lâchent une liasse de billets. En me disant c'est pour ta scène. Je dis, ben non, je veux dire, si, t'as joué. Pour eux, c'est dans la mentalité, que ce soit les organisateurs, les humoristes et le public, c'est t'as joué, même si t'as gagné ceci, etc., t'as fait ton boulot, t'as fait ton job. Au même titre qu'un gars un carrossier qui a réparé ta voiture ou qu'un maçon qui a construit ton mur. Un humoriste, il t'a fait rire, il t'a fait passer un bon moment et c'est normal d'être payé. Et on va pas parler de bénévolat là-bas. Après, c'est comme tout, je suppose que t'as des grosses sommes, des petites sommes. Et donc les gars, c'est leur boulot. Je suis humoriste, c'est ton boulot. Mais c'est un truc de fou. Hein. Je pense que la différence de ce que je sais, parce que moi je regarde énormément d'humoristes québécois et tout ce qui se fait en interview d'humoristes québécois, c'est que l'humour au Québec est reconnu comme un art à part entière. Exactement. Il y a une école de l'humour, l'école nationale de l'humour de Montréal, qui pour moi est un rêve. Vous le voyez pas, mais il a les yeux qui pétillent quand il en parle. Ça pétille beaucoup. Oui. C'est vraiment très reconnu, alors que chez nous, ça commence à s'améliorer quand même, mais c'est considéré
pas vraiment comme un art. Il y a des gens qui font du théâtre, il y en a certains qui vont considérer ça comme pas un art, qui regarde un petit peu de haut parfois. De manière générale, en Belgique, on a un problème, et je pense qu'en France aussi, même si c'est un peu différent, parce qu'ils ont plus de visibilité, mais enfin pour certains, en tout cas ils ont souvent plus de scènes aussi que nous en Belgique. Malheureusement, on n'en a pas assez. Après, je pense qu'il faut surtout aller sur Paris. Voilà, c'est Paris. Paris n'est pas la France, pas se mentir. C'est qu'en Belgique, tout ce qui est populaire a du mal à fonctionner avec la culture. Il y a un grand schisme entre ce qui est culturel et donc on caricature, parce que j'ai vu des spectacles d'art contemporain magnifiques et des expos, des machins, tout ce que tu veux, mais on caricature en disant oui, c'est pour les bobos, machin, on va mettre trois mecs à poil qui vont danser sur scène et ça a coûté 15 000 €. Il y aura 3 personnes dans la salle, et à côté de ça, et je mets l'impro sur le même pied que l'humour, tout ce qui est populaire, qui dit populaire, en fait, c'est juste qui ramène des gens. C'est-à-dire que tu vas avoir un spectacle contemporain, tu vas avoir une certaine... Et les gens ont tort de pas y aller, mais je veux dire, voilà, les gens aiment bien se mettre un peu dans une certaine élite qui va venir voir le théâtre, etc. Et les gens n'osent pas franchir ce cap en disant on va peut-être pas aller voir cette pièce-là de machin, écrite en polonais avec un metteur en scène austro-hongrois, j'en sais rien. Et à côté de ça, on a du Dul qui vient faire des blagues de cul, et donc on caricature les deux, et il y a des trucs qui ramènent des gens, et je pense que... Enfin, je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais en tout cas, entre tout ce qui est art, qu'on qualifie d'art avec un grand A, et tout ce qui est populaire, il y a un schisme et qui est en train de se réduire. Voilà. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire, et de faire comprendre que c'est pas parce que c'est populaire, c'est-à-dire que ça fait rire ou parce qu'il y a du monde qui vient, ce n'est pas de l'art, et inversement, c'est pas parce que c'est un truc peut-être plus complexe ou qui demande un peu plus une réflexion intellectuelle que on peut pas y aller. Un gars comme Alex Vizorek, je trouve, a réussi un peu à faire ce... Après, on aime ou on n'aime pas, mais un pont, c'est de l'humour très intellectuel, on est d'accord, mais ça reste de l'humour. Et je trouve que ce genre de choses, ce genre d'humoriste, c'est hyper intéressant, quoi. Du coup, moi j'espère que l'humour va prendre encore plus en reconnaissance, que ça va progresser, et je pense que c'est le cas pour le moment. C'est en bonne voie, c'est ce qui est génial. Et à cette époque-là, il me semble que tu as fait également le festival d'Avignon. J'ai fait Avignon, j'ai fait l'année d'après, je pense. Je pense que avec ce spectacle. Avec ce spectacle-là, une opportunité d'aller faire le festival d'Avignon, ouais, tout à fait, avec une troupe d'impro de Mons. Et on alternait un soir mon spectacle et un soir le mini mondial d'impro, comme c'était appelé. Et je jouais tous les soirs, du coup, puisque je jouais dans le mini mondial et je jouais mon spectacle complet. Et ça, c'est une expérience de fou. C'est une expérience Avignon. On va pas à Avignon pour faire de l'argent. Si on a un bon Avignon, on n'a pas perdu. On est vu et on vend son spectacle pour les saisons prochaine, et ça c'est génial. Et ça c'est pour le côté, on va dire, pécunier, qui reste important, mine de rien, mais le plus important à Avignon, et surtout pour le one man en général, ou l'humour, on va dire, c'est que tu as la possibilité de jouer tous les soirs d'affilée ton spectacle. Donc le spectacle que tu commences au début d'Avignon n'est plus du tout le même spectacle que tu joues à la fin. Moi, mon spectacle a grandi. J'avais un spectacle, je pense, correct, où je savais les faiblesses, je savais les moments qui fonctionnaient bien, etc., et j'essayais d'équilibrer, etc., de changer ça. Et à Avignon, j'ai joué 3 semaines. Tu es vraiment fier du spectacle que j'ai à la fin, parce que tu testes, et tu testes tous les soirs. Et tu testes parfois devant 3 personnes. J'ai joué, et mon meilleur spectacle que j'ai fait, j'avais 8 personnes dans la salle. C'est à Avignon. Voilà. Alors, je touche du bois, j'ai jamais dû annuler comme d'autres ont dû le faire, et j'avais assez de personnes pour faire mon spectacle, il n'y a pas de souci. J'ai fait quelques complets, donc super, je touche du bois, c'est de la fête. Mais mon plus bas, c'était 8 personnes, dont 3 personnes qui faisaient l'entrée. Donc j'avais 5 personnes qui étaient là. C'est le meilleur spectacle que j'ai jamais fait de ma vie, de la drague pour les nuls. C'est le meilleur spectacle. Parce qu'on a les mecs qui sont là, ils sont dans ton salon. C'est tes potes, et tu leur racontes tes blagues, ce que tu as fait, mais alors du coup tu pars en impro, etc. Tu connais tous leurs prénoms, tu interviens, etc. Je pense, pour les humoristes, parce que je pense qu'il y a pas mal d'humoristes qui t'écoutent aussi, et Avignon, je pense que ça devient c'est un bon exercice. Pour moi, c'est pas un truc, très honnêtement, ça c'est ma réflexion, à faire tous les ans. Je pense qu'il faut y aller quand tu as un spectacle qui commence à fonctionner, mais que tu as besoin de rôder et tu as besoin d'être vu. Après, c'est la guerre, c'est-à-dire que tu te bats pour donner des flyers pour avoir des gens, et après tu as des gens qui viennent te voir et qui disent tiens, ton spectacle il m'intéresse, tu as un agent, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à ce moment-là, ADB Productions n'existe toujours pas, et je suis toujours sans agent, et c'est moi qui gère tout. Donc les mecs viennent me voir, oui, je peux avoir tiens tes coordonnées, c'est quoi ton agent, ton producteur, etc. Je sais pas, Benoît Delaby, je vous donne mon adresse mail qui était encore... Non, j'avais déjà changé à l'époque, mais au début j'ai commencé l'impro, c'était Winnie le petit ourson. Et après l'avoir donné 1 ou 2 fois, je me suis dit j'ai peut-être changé d'adresse parce que ça ne fait pas très trop. Professionnalisme avec Winnie. Mais tu vois, c'est des bêtises comme ça, aussi dire voilà, t'as un numéro de TVA, c'est des conneries, mais et tu dis mais en fait non, je m'y perds. Mais tu m'as lancé une perche ici en me disant que c'était ta meilleure scène.
Mais du coup, j'ai envie de savoir, c'est quoi ta pire scène? Le plus gros bide ou le truc que tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là et je n'aurais jamais dû venir? Est-ce que tu as ça en tête? Oui. Moi, j'ai une image très claire. Nathan, lui, n'a pas un bide en particulier, mais toi, oui. Moi, j'en ai un, ouais, clairement. Enfin, j'ai un bide, oui. J'ai eu des soirées où ça a mieux fonctionné que d'autres, voilà. Mais je veux dire, je pense que je me suis toujours arrangé pour quand même avoir quelque chose à l'heure du retour et même des scènes stressantes comme des festivals, etc. Voilà, où tu fais une petite impro, tu fais un petit truc et parfois t'es plus drôle après. Mais en tout cas, je pense que j'ai cette faculté-là de pouvoir aussi capter un petit peu le public et dire ok, bon ça passe pas, donc ça veut dire que hop dans ma tête, et c'est l'avantage d'avoir un spectacle complet et d'avoir la capacité d'impro en disant ok, toute cette partie-là que je comptais faire, si cette vanne-là n'est pas passée, il faut que je switch totalement et que j'aille sur autre chose. Et voilà, et c'est toujours plus ou moins bien passé, ou des fois très bien, mais voilà. Mais mon pire beat, c'était un contrat privé en plus. C'est toujours notre faute, c'est jamais la faute du public. Mais là, faut être honnête que c'est quand même un peu la faute du public, pas forcément du public, mais de l'organisateur. Bref, on joue une scène au Théâtre Madine Bruxelles Show, chez Sarah Vanel. Super scène, ça se passe terrible. Encore une fois, on la conseille aussi. Très super scène, si vous avez l'occasion de la faire. Il faut faire un casting pour la faire, qui est dur à faire, mais une fois que vous l'avez fait, c'est une super scène. Voilà. Et il ne faut pas hésiter, avec Sarah, aussi de l'inviter quand vous faites des scènes en live, parce que je pense que les castings, pour en parler, j'ai du mal avec les castings privés de vas-y, fais tes blagues, etc. L'humour est comme l'impro, c'est un truc qui se fait avec du public, c'est vivant. Et ta vanne ne va pas fonctionner, même, enfin, tu dois entendre la respiration du public, enfin, bref, ça, c'est encore une autre théorie. Enfin, c'est le théâtre. Le patron du théâtre, homme charmant, dont je n'ai plus le prénom, bref, vient me voir avec deux autres personnes. Pour l'anecdote, il y avait un duo de filles dont j'ai oublié le nom qui faisait un peu du cabaret burlesque, peu chanson, machin, très sympa, mais malheureusement je ne sais plus. Et Pablo Andrés pour l'anecdote. Et il nous demande à nous voir. Donc Sarah nous dit, il y a le patron qui veut vous voir, ok. Et il dit, ben voilà, style dans un mois, j'ai un gros événement dans ma salle. C'était les gars de l'équipe nationale de hockey. Belgique en plus, et ils veulent un truc un peu interactif, etc. Et je vous ai vu ce soir, pour moi c'est ce que je préfère ou ce qui t'adapte le mieux, dans 3 styles différents. Est-ce que vous voulez bien, beau contrat, payé, machin, etc. On se regarde, ouais, tout le monde d'accord, super, on y va. Et 15 minutes chacun. Et là, le bid n'est pas là. Hein. Je suis désolé, je mets un peu de temps à introduire, mais une blague, ça s'introduit, un souvenir s'introduit. Bref, on fait la scène là, terrible, des hockeyeurs, des jeunes, machin, ça boit. Moi, je fais mes blagues avec les femmes, les machins, ça fonctionne. Le cabaret, ça fonctionne très bien aussi. Pablo Andrés, ça fonctionne bien aussi. Il faisait pas encore Verhagen, mais il faisait d'autres personnages comme il a pu faire. Super. Et le gars emballé, il a que des bons retours. Le patron revient nous voir le soir, il dit super, machin, voilà votre cachet, tous les trucs. Demain, j'ai un truc, c'est pas prévu, mais je suis sûr que ça va fonctionner. Vu le carton que vous avez fait ce soir, même conditions, même cachet, etc. Tant que vous êtes sur Bruxelles, enfin bref, regarde, ok, on arrive. Et c'est pas une blague, hein. On arrive, on voit déjà beaucoup moins de monde que la veille, et que des vieux. Bon, c'est pas grave, j'ai rien contre les vieux, j'aime bien les vieux, je vais être vieux un jour. Et qui sont tous un peu par couple, etc. Et ça discute, mais c'est très calme, genre ça boit un peu du thé. Tu vois, c'est très ok, on me dit t'es sûr, et on va voir le gars. Ouais, mais je les ai pas prévenus, mais ils vont être preneurs. Mais le gars était emballé parce que c'était bien passé tout. Déjà la phrase le public n'est pas prévenu, tu sens le truc. Pour l'anecdote, c'était un club de rencontre de Uccle Watermal Boisfort. C'était un truc donc déjà un petit peu. J'aime beaucoup les gens d'Uccle et de Watermal Boisfort. Je ne crédite pas. Tu vois un petit peu de là-haut, etc. Et en plus. Rencontre du 3e âge, et le premier c'est le duo. Donc on se regarde tous, on dit on fait le même ordre qu'hier, ouais t'es sûr, ouais ici on fait le même ordre qu'hier. Moi j'ai une goutte qui tombe, etc. Mais je suis en train de me dire, ok, je sais les autres sketchs qu'ils vont faire, je dis je suis le seul qui est plus ou moins un peu dans la thématique. Toi c'était sur la drague et tout, je dis club de rencontre, bon ça peut encore passer. Les 2 filles passent. Rien, donc c'est-à-dire pas un applaudissement quand on les annonce, pas un rire, pas un applaudissement quand elles ont fini. Je te jure, c'était honteux, je trouve, mais ça voilà. Et tu voyais vraiment que tu les faisais chier. Ils n'étaient pas prévus, le patron, voilà. J'ai des souvenirs comme ça, le patron vient nous voir, ouais, mais est-ce que on dit mais on va pas continuer, enfin c'est compliqué. Si, machin. Et tu sais, nous on était déjà en train de dire c'est pas grave, on prend pas le cachet et tout. Non, mais c'est eux, ils auraient compris, mais t'inquiète. Ouais, burlesque, ça m'étonne pas. Pablo Andrés, oui, quand même. Passe. Pablo Andrés a eu un applause. Mais quand je dis un applause, c'est un. Il a eu un truc, il n'a pas eu un rire, rien du tout. Ça serait génial que j'ai l'occasion de lui en parler et qu'il me ressorte la même anecdote. Peut-être. Et je pense qu'il faisait un personnage d'aventurier qui parlait avec un accent anglais, je ne sais plus trop. Et moi, je monte. Et moi, je me le suis pété parce que j'ai eu un rire, je pense, dans mes souvenirs. Maintenant, c'est peut-être mes souvenirs qui sont tronqués, mais j'ai eu un rire et 2 applauses, je pense, ou 3 applauses. Et c'était le pire. Et c'est horrible. Et tu fais ton truc. Et tu fais ton truc. Et tu sais que ça ne marchera pas parce que tu sais que ce qui est passé avant était efficace et n'a pas fonctionné. Et toi, et comme tu es hyper, quand tu fais de l'humour,
l'humour, forcément, t'es une éponge à ce qui vient de la salle. Et donc c'est pour ça que parfois c'est frustrant, mais parfois t'as des publics qui sourient, donc ça se passe très bien, mais ils t'envoient des bonnes ondes. Et là, t'as des gens qui t'envoient, sinon rien, des ondes négatives, qui te regardent pas, qui sont dos à toi. Dos à toi. C'était horrible. Horrible. Mais après, on a bien ri. Hein. Vous ne le voyez pas parce que c'est un podcast, mais il y a une petite larme. le souvenir fait mal encore. Mais après, comme tout le monde, j'ai eu des scènes bien mieux et d'autres moins bonnes aussi. Mais là, c'est mon plus gros but parce que j'ai pas eu un rire, je te dis. Tu connais la sensation. C'est très dur, surtout que tu es super attaché à ce que tu as fait. C'est un peu tes bébés. Tu les montes, t'en es fier, et en final, un retour même négatif sur ce que tu as fait. Ce qui se passe aussi, c'est que tu le joues pas. Alors quand tu es au début, tu commences les scènes, etc. Tu tapes un bide, tu dis ok, bon, j'ai pas encore où cette vanne là je peux la changer, etc. Là je sors d'Avignon, de machin, de trucs, je suis dans une bonne vibe, je sais que ce sketch là, je pense que c'était le sketch que je faisais en festival qui avait permis de gagner ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, c'est un sketch qui est rodé, je sais qu'il fonctionne, je sais que voilà, et que même si c'est pas l'éclat de rire pour X ou quelque chose, ça va fonctionner quand même, les gens auront quand même un peu la banane. Bah, tu le sais à force, tu vois, et c'est là le danger aussi, c'est d'arriver avec un truc que tu sais qui fonctionne et trop confiant, ou t'as des humoristes qui arrivent et qui placent déjà leur respiration au moment où ça doit rire, quoi, tu vois, et blablabla. Ouais, je fais une pause parce que là ça va rigoler et que quand t'as un moment de silence d'une seconde et puis seulement t'as le rire, tu sais que c'est pas bon parce que logiquement ça doit rire spontanément. Enfin, tu vois, t'as cette rythmique là et ça c'est le danger. Mais bon voilà, après on est sur une autre dynamique. Et donc il y a le Festival d'Avignon et après tu fais aussi, si je ne me trompe pas, 3 passages à On ne demande qu'à en rire, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Enfin, pour tous ceux qui aiment l'humour, tout le monde a regardé ça, tout le monde... Alors, je vais te reprendre, j'ai fait 2 passages. 2 passages. Non, aucun souci, je veux dire, j'assume totalement le fait. Oui, je fais comme tous les humoristes de ce moment-là, j'envoie une lettre, une petite vidéo pour faire le casting, parce que c'est THE émission qui permet aux humoristes d'être vus, etc. Après, j'y reviens un peu, pas parce que j'ai été éliminé, mais parce que le concept même de l'émission m'a marqué. Bref, je suis pas du tout aigri par rapport à ça, mais là, je débarque à la télévision française, qui est un univers totalement différent. La Belgique, à la même période, plus ou moins, j'enregistrais le Ciné Taloche Noël. Bah, c'est les frères Taloche, c'est au théâtre de Spa, machin, c'est vraiment super, t'es accueilli, t'as l'impression d'être une rockstar, et c'est tellement bien et que t'as tellement envie de leur donner tout ce que t'as sur scène parce qu'ils t'ont tellement bien accueilli. Et puis là, t'arrives, t'as la télé française, t'as un numéro, t'as un petit jeune que personne ne connaît et que t'es là, et c'est là que j'ai appris plus tard, t'es là un peu pour faire l'audimat parce qu'à un moment donné, il y a eu un switch dans l'émission où les gens regardaient plus pour voir les gars qui vont se planter que pour voir les Arnaud Samer, etc., qui fonctionnaient et qu'on savait qu'ils n'allaient pas être virés. Et c'est au moment où il y a eu ce switch avec l'émission, et c'est d'ailleurs là, à ce moment-là, voilà, où quand t'entendais les gens qui discutaient, tu dis, mais en fait, t'as vu l'autre, il était vraiment nul, hein. Ah oui, mais sinon, il y a Arnaud Samer, il a fait un super sketch. Ah ouais, il est bien, mais lui, on sait qu'il est bien. Et tu dis, ah ouais, non, l'émission, en fait, elle est pas, ou en tout cas, elle était plus. Et je fais cette émission-là, et là, c'est accueilli super froidement. Enfin, toi, tu vas à Paris, etc., t'as des étoiles dans les yeux, et puis t'es reçu, c'est carré, quoi. C'est la télé, déjà, de 1, qui a un univers totalement différent. Et la télé française, c'est encore autre chose. Et un spectacle d'humour. Et je fais mon sketch, donc tu reçois un thème, et t'as une semaine pour écrire, je pense, une semaine ou 5 jours, je ne sais plus. Enfin, bref, pour écrire. Sur un thème imposé, voilà. Et donc, bon, heureusement, j'ai un peu d'expérience d'écriture et tu fais ton truc et tu fais ton premier passage et ça se passe pas trop mal. Je crois que j'avais 12 ou 13 sur 20 à l'époque, etc. Donc c'est dire que tu peux repasser, mais c'était pas hilarant. C'était mon sketch sur le requin, je pense, un truc sur voilà, le requin, Justin Bieber, etc. Enfin bref, quand tu te regardes, tu te dis ouais, ok, bon ça, mais c'est chaud parce que tu te dis, tu as des sketchs que tu dois roder. Là, c'est un sketch que tu n'as jamais fait. Je pense que j'avais invité quelques potes à l'Arco vite fait 2 jours avant de partir, etc. pour le tester et avoir les remarques, mais sinon voilà. Puis déjà, en plus, aussi devant un jury qui est là pour te coter et qui sont pas non plus très accueillants et qui aiment bien casser. Quand tu creuses, quand tu sais que les gars qui étaient là sont déjà des gens qui étaient produits par des gens qui étaient dans le jury aussi, tu vois que c'est pas des gens où on fait passer des humoristes qui sont là et que je critique pas du coup, sont des humoristes que je n'aurai jamais leur talent, mais c'est juste dire tiens, on les fait passer pour des petits nouveaux, mais c'est des gars qui ont leur spectacle depuis 3-4 ans, voire plus, qui jouent déjà en Paris, mais qu'on ne connaît pas, et hop, on les prend, on dit il débute, il est super doué. Ah non, le mec, il a joué ce spectacle. Arnaud de Samer, par exemple, qui soi-disant débutait, ça faisait 10 ans qu'il faisait ça. Enfin, peut-être pas et d'ailleurs, il a joué son spectacle qu'il jouait quand, et après, il a gagné, il a fait On demande qu'à en rire, machin, etc. Et pendant X temps, il a tourné avec son ancien spectacle, qui, à l'époque, ne remplissait pas du tout les salles, et qui, après, remplit Forêt Nationale et compagnie. Enfin, voilà, c'est tout le jeu. Je me suis pas amusé.
J'ai été stressé tout le long. J'ai trouvé d'être jugé comme ça, c'est dur. J'ai l'impression qu'ils étaient durs plus qu'ils ne devaient l'être. Moi, je voyais ça plutôt sur un côté un peu par terre la liste, un peu dire ah ok, ça c'était bien, etc. J'ai voulu leur parler après l'émission, tu sais, parce qu'ils sont moins, etc. Rien à foutre. Je dis mais pour la prochaine, ce que je dois changer, enfin à votre avis, je te le fais comme ça. Ils partaient. Oui, non, mais voilà. Et tu dis ah ok, j'ai pas du tout compris le principe de l'émission, ou en tout cas, j'apprends à le comprendre maintenant. C'est que c'est pas on va aider des humoristes, c'est-à-dire qu'on va montrer des gens et on les casse ou pas. Ça reste une émission télé qui doit faire de l'audimat plus que former des humoristes. Clairement, parce que je trouve que le concept était bon, parce que ça paraissait oui, mais ça a quand même permis à pas mal d'humoristes de ressortir du lot. Quelqu'un comme Arnaud de sa mère, ça aurait quand même été vraiment dommage que personne ne le connaisse alors qu'il a un talent. Il n'y a pas que lui. Les Belges qui sont passés, certains sont blottés. Je crois que si je dis pas de bêtises, vérifiez, mais je crois que Jérôme Dewarzé l'a fait. Il a été éliminé. Il a fait même pas un passage. Je crois qu'il n'y a que Zidani qui a fait plusieurs passages. Plus, Bénédicte Philippon sur la fin a fait quelques passages, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est Bénédicte qui a fait plusieurs passages. Zidani n'avait pas forcément besoin de ça. Elle fait pas plus de scènes. J'ai pas l'impression, en tout cas, qu'elle fait plus de scènes maintenant qu'elle n'en faisait avant parce qu'elle a fait On ne demande qu'à en rire. Je pense. Après, je ne suis pas. Zidani, j'ai vu qu'un de ses spectacles et. Donc voilà, un retour un peu mitigé. C'était pas l'expérience de ta vie, clairement. Non, voilà. Et la deuxième fois, clairement, j'ai retardé au max. Donc au départ, ils m'ont pas rappelé. Je dis bon, c'est mort. Puis après, ils m'ont demandé. Et puis j'ai dit, je sais pas, machin. Et tu vois, je trouvais des excuses en disant oui, mais j'ai un tournage. Enfin, j'inventais un peu aussi des couilles, il faut être honnête, parce que je sentais que c'était pas ce qu'il me fallait, etc. Et puis à un moment donné, ils m'ont dit écoutez, si vous dites encore non, on vous rappelle plus. Enfin, vous comprenez, etc. Et je dis oui, c'est vrai que c'est con, c'est une bonne chance, c'est un truc important. Et je l'ai fait. Et très honnêtement, ce sketch, il est introuvable, je sais, parce que il est pas sur YouTube. J'ai vérifié. Il était pas bon déjà de 1. Et ils n'ont pas compris aussi où je voulais aller et je l'ai mal exprimé. Donc c'est ma faute, on est bien d'accord. Et je dis ok, c'était un truc un peu absurde, etc., un peu très humour belge, et c'était pas ça. Et c'est pas ce que j'avais proposé. Et voilà. Et je me souviendrai, après je vais arrêter avec ça. Je me souviendrai toujours de la phrase de Roland Ruquier parce que j'avais fait un truc sur le sketch. C'était l'année, donc à l'époque c'était l'année du dragon, je pense. Et il dit en tout cas cette année sera pas votre année, genre pour te casser. Et puis moi je lui ai juste répondu et ça a été gardé au montage. Je dis ça va, je vais être papa. C'était à l'époque où j'allais avoir mon fils. Je dis ça va, je vais être papa, etc. Et là, tu as eu Ruquier qui a dit oui, c'est vrai, qui on est, nous, ça tombe, le gars, il va être super connu dans 3 ans. Enfin, il y a la part des choses. Oui, je suis éliminé de l'émission, un échec personnel, mais c'est tout, quoi. Oui, ça n'a pas changé ta vie dans un sens. Clairement, c'est ça que je voulais mettre un peu l'église au milieu du village en disant oui, c'est pas. C'est une chance que je n'ai pas et j'aurai autre chose, quoi. Et je pense qu'un peu après, tu as lancé le festival Montois du Rire. Ouais. Ah, c'est plus ou moins cette période-là. C'est plus ou moins cette période-là. Tu tournais avec ton spectacle et tu as, à ce moment-là, lancé le festival Montois du Rire. Tu voulais avoir un festival dans ta région, quoi. Continuer, voilà, tout à fait. C'est comme les scènes fonctionnent bien, les scènes à l'Arcobeleno, qui n'avaient pas de festival d'humour. Parce que pareil, c'était Micourt, Bierge, Rochefort. Enfin, tu vois, c'est tous dans une. Et t'avais rien dans le Hainaut, voilà, même un peu plus loin. Et donc, du coup, je dis, pourquoi pas. Et c'était sans prétention, c'était un petit festival avec plusieurs dates dans le café-théâtre Cobaleno à l'époque et une date à Abel-du-Bois avec une tête d'affiche comme on a eu Jérôme Dewarzé, on a eu Fabien Lecastel. Voilà, on remplissait un peu plus une grosse salle et puis on faisait un concours aussi. Je voulais un concours vraiment différent aussi, avec vraiment des jeunes artistes. Après, voilà, et qui étaient issus des scènes ouvertes. Tout s'est mis un peu en place, ça s'est professionnalisé un petit peu à ce moment-là, quoi. J'en profite que j'ai l'occasion pour encore te remercier pour le festival. Parce que moi, c'est ma première scène de toute ma vie devant un public. Enfin, j'avais déjà fait devant des amis, mais ça compte pas. Je l'avais fait devant un public qui ne savait pas ce que j'allais faire et tout ça. Et donc moi, merci beaucoup. Ça m'a plaisir. Et tu as gagné. J'ai jamais gagné. T'as jamais gagné? J'ai jamais gagné. J'étais en finale 2 fois et en demi-finale une fois. Je ne sais plus exactement, mais je n'ai pas gagné. Je m'en serais rappelé, mais en tout cas, moi, ça m'a lancé. Allez, je me suis dit, ça marche. Il y a eu un contact avec le public et ça a été bien reçu. C'était bien reçu. Et puis l'évolution que tu as eue, même si le podcast n'est pas dédié à ton travail, tu as vraiment une évolution de fou. Et le fait d'avoir fait ce festival-là, tu as fait les scènes ouvertes, puis du coup tu as fait le festival, puis après le festival, ça t'a donné la possibilité de jouer plus longtemps aussi. Et comme tu dis, devant des publics et de se tester, parce que devant ses amis, c'est bien, c'est un public et c'est parfois pas le meilleur public parce que c'est un public très critique. Mais voilà, tu sors de ta zone de confort et c'est ça qu'on voulait, quoi. Mais Nathan en parlait hier parce que c'est aussi le festival qu'il a lancé, donc c'est rien que pour ça,
Merci. Moi, j'en profite. Il faut remercier les gens quand ils sont là, quand ils sont en face de toi, au bout du micro. Mais non, mais je t'ai déjà remercié dans le passé, je pense, et si je ne l'ai pas fait, je suis vraiment désolé. Non, mais t'inquiète, je pense que tu l'as fait, tu sais. Il y en a plein d'autres qui ne le font pas, mais toi, je suis quasi sûr que tu l'as fait. Et donc, il y a eu combien d'éditions du festival ? On a eu la dernière, en fait, on a une édition qui a dû être annulée à cause des attentats. Et je devais jouer à Belle-du-Bois, justement, et ça a été un gros problème parce que mes gens annulés 3-4 jours avant, quoi. Et on va être très honnête, ça a été... Et après, on l'a décalé, mais plusieurs mois plus tard, à Soigny, donc festival Toit du Rire qui se passe à Soigny, dans une salle d'école, parce que c'était le seul truc que j'avais pu voir. Parce que après, c'est pas le but de ça et c'est pas forcément envie d'en parler, mais le financier est quelque chose qui est important dans la production, dans la création d'événements, etc. Et que cette annulation a fait un gros trou financier et aussi une grosse perte de public. Parce que même si t'as beau expliquer que c'est pas de ta faute, que c'est la RTBF qui a décidé, l'RTBF qui appartient à l'État, qui a décidé de fermer toutes ces salles de spectacle parce qu'il y a eu les attentats, etc. Et leur dire, mais c'est pas de notre faute. Je dis, c'est bon, ton festival, je viendrai plus te voir, t'as annulé, je me faisais une joie de venir, je venais avec papy, avec mamie pour l'anniversaire du gamin. Et après, tu dois te recréer tout ça. Donc il y a eu un creux. Et après, on a refait une version ici avec le Citizen Fox, etc., plus light, qui a bien fonctionné comme il fallait pour une première saison. Et là, pour le moment, on a été en pause la saison dernière et on est sur mais ça, j'en dis pas plus, sur un autre truc la saison prochaine. Ouh, teasing. Teasing. J'espère en savoir plus d'ici là. On verra. Mais de toute façon, on peut trouver toutes les infos. En fait, moi, je centralise tout. Donc, sur Facebook, il y a la page Festival Montois du Rire, Mons Comedy Club ou Benoît Delaby, où tout est un peu lié. Et c'est pour ça que je regroupe tout. Plutôt que de créer 12 000 sites internet, moi, tout est regroupé sous le nom benoîtdelaby.com, sur mon site internet. Et il y a des onglets, Mons Comedy Club, ADB Productions, etc. Parce que comme je suis un peu la pierre angulaire du truc, alors ce que je fais, c'est que j'achète des pages internet, par exemple pour le Mons Comedy Club, j'ai acheté monscomedyclub.be.com et tu cliques sur l'onglet, tu es redirigé vers l'onglet qu'il faut sur ma page. Mais plutôt que de créer des sites chaque fois différents, tout est recentralisé là. Donc tu retrouves tout. Et sinon, benoîtdelaby.com, et logiquement, c'est à jour, c'est plus ou moins à jour. Super. J'ai encore plein de questions, mais on est un peu à court dans le temps. Parce qu'après, je vais devoir tout doucement. Mais en rapide, dis-moi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'humour ? C'est vraiment le truc que tu te dis, c'est vraiment ce truc-là qui fait que j'aime l'humour et que je m'en détacherai jamais. Ok, donc moi, personnellement, c'est pas un humoriste ou quoi, c'est ce que j'aime dans l'humour. Contact, l'instantané. Le côté où t'as pas de faux semblants, c'est un truc tu mets tes tripes, quoi. Tu mets ton cœur, c'est ça le plus gros truc. C'est-à-dire quand ça fonctionne, c'est juste énorme. Ça fait du bien à l'ego, certes, mais ça fait du bien à tout. Et quand ça foire, t'es tout seul. Tu peux pas dire. C'est comme une pièce de théâtre où t'as un gars qui a pas donné la réplique ou un match d'impro où t'es avec des gars qui t'es pas sur la même dynamique. Là, t'es tout seul. Et souvent, même si maintenant c'est de moins en moins, mais souvent c'est toi qui as écrit tout seul, c'est toi qui as mis en scène, c'est toi qui as fait tout seul. Voilà. Et donc c'est le truc le plus kiffant quand ça fonctionne. C'est juste indescriptible. Mais quand ça foire, ça foire. C'est toi. Mais en plus, c'est vrai, c'est super honnête. C'est quelqu'un qui, dans le public, s'il n'a pas ri, il n'a pas ri, tu le sais. Et c'est ultra honnête. Voilà. Moi, c'est vraiment un côté que j'aime bien aussi. T'as aussi lancé un 3e spectacle qui s'appelait « Ma vie est inspirée d'une histoire vraie », avec beaucoup de sketchs et un petit peu plus de stand-up dedans aussi. En fait, le concept, quand j'avais parlé de l'amour, je voulais parler de la mort. L'idée, c'est que ma frustration, c'est que je jouais un seul personnage, qui était le conférencier, du début à la fin. Moi, j'adore le stand-up, j'adore les personnages, etc. Je m'étais dit, j'aimerais bien trouver un concept qui me permet de jouer plein de personnages sur scène, mais d'enlever un peu ce côté vieillot du sketch, qui a parfois... Le sketch souffre un peu de ça, de ce côté un peu... C'est ce qu'on faisait avant, ou c'est ce que fait François Pirette, c'est ce que font les Taloches, etc. Après, on aime ou on n'aime pas, mais tu vois, il y a ce côté un petit peu vieillot parfois, qui n'a rien à voir avec la qualité, juste avec le fait de le voir un petit peu ancien. Et là, j'avais trouvé un concept de dire, tu sais, c'est un mec qui meurt, donc comme ça, on peut parler d'un sujet qui m'interpellait. C'est comique, évidemment, toujours dans l'humour, et qui avait ces RTT, ces réincarnations temporaires tests, qui lui permettaient d'aller 5 minutes interpréter un rôle, dire tiens, tu peux devenir une institut maternelle, un directeur de maison de repos, etc. Et ce qui me permettait de forcément m'amuser avec ça, et ça c'était le spectacle, c'est le 3e spectacle, qui est toujours d'actualité, même s'il n'est pas, si je ne le vends pas, je ne le joue pas pour l'instant. Si je vais reprendre, il y a des chances que ce sera avec celui-là, ou avec une drague pour les nuls 2.0, parce qu'il avait vraiment bien fonctionné. Ok, super. Alors pour conclure, je t'avais dit un petit peu avant que j'avais un petit passage que j'appelle l'interview name dropping, okay. Où je te vais te demander un petit peu de me répondre à chaque fois avec un nom d'humoriste, peu importe, homme, femme, québécois, américain, français, serbo-croate, ce que tu veux. Il y a beaucoup d'humoristes serbo-croates. Ça commence à se développer pas mal, mais il faut parler serbo-croate, c'est compliqué. L'humoriste pour toi qui est le plus sympa que tu aies rencontré dans la vie?
Plus sympa que j'ai rencontré dans la vie. J'ai rarement eu des humoristes pas sympas, faut être très honnête, en Belgique surtout, parce que y a ce côté bon enfant, on se boit une bière et voilà. Après, c'est comme tout, il y en a qui commencent à être un peu plus connus, donc sont un petit peu plus distants, mais ça reste des gens sympas. Moi, je vais dire Bruno et Vincent Taloche, parce que clairement, et ils m'ont aidé comme ils ont pu le faire. C'est grâce à eux que j'ai fait tout ce que j'ai fait en grande partie, même s'ils étaient plus discrets, etc. Ils m'ont pas produit, etc. Mais c'est juste que voilà. Et je sais qu'encore, si j'ai un souci, je peux téléphoner, on se croise encore plus régulièrement. Et c'est vraiment pas des images, parce que ça, par exemple, il y a des humoristes, je parle des têtes d'affiche ou des premières parties que j'ai pu faire où en public c'est ouais machin et en privé ils t'envoient chier, ils en ont rien à foutre de ta gueule parce que t'es pas connu. Eux vraiment ils sont comme on peut le voir à la télé sur scène, ils sont super généreux, ils sont super ouverts et d'ailleurs c'est les seuls gens dans le milieu où tu vas demander ça à n'importe quel humoriste, ils vont tous te dire ah ouais les frères Taloche sont géniaux, ils ne sont fâchés avec personne, les mecs c'est impossible de se fâcher avec eux. Et d'un plan tout à fait personnel aussi, je rajouterais au fait que c'est des super businessmen. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont réussi à faire, à continuer à faire de l'humour, mais en même temps, ils ont fait leur truc et chaque fois qu'ils font quelque chose, ils le font très intelligemment et je trouve ça très très fort. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus ? Qui m'inspire toujours, c'est Alexandre Astier. Je me doutais, j'aurais pu noter Alexandre Astier à côté. Mais... Je pense que si je devais changer de sexe ou devenir homosexuel ou qui serait d'accord, je pense que je suis amoureux de ce gars-là, je ne vais pas mentir. Tout, et lui c'est pareil, parce que tu vois, c'est remarqué, voilà, c'est ça, et c'est comme je disais le frère Taloche pour autre chose avant, j'apprécie l'humour, j'apprécie les deux seuls en scène qu'il a fait, Que ma joie demeure et l'exoconférence, que je trouve super efficace, tellement bien faite. J'adore Kaamelott, etc., mais j'adore tout ce qu'il fait autour et j'adore quand il parle, quand il y a une interview, il dit n'importe quel sujet, je trouve que ce gars est... Non, et donc l'humour pour moi c'est pas que... Il y a tout ce qui va autour. Je suis très sensible à ça en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai eu la possibilité, on l'a pas dit, etc., d'aller à Paris tester mon spectacle. J'avais une proposition de jouer dans une salle pendant 6 mois, etc. Et que je l'ai pas accepté parce que entre autres j'ai mon petit qui était là, etc. et tout. Et j'ai vraiment fait un choix en disant ok, je sais que peut-être je laisse passer la chance de ma vie ou pas, parce que j'en connais beaucoup qui étaient à Paris qui sont revenus la queue entre les jambes, et d'autres qui ça a super bien fonctionné. Donc voilà, je sais pas. Mais j'ai fait le choix en disant ok, moi j'ai envie de rester en Belgique, j'ai envie de nourrir tout ce que j'ai en Belgique, beaucoup dans ma région. Et donc du coup voilà, je sais que c'est peut-être empêcher une carrière internationale. Ou pas, on va pas se mentir. L'humoriste qui t'a surpris dernièrement, une découverte où tu t'es dit waouh, impressionnant. Nathan citait Roman Frécinet. Alors, moi, c'est Kian Kojandi. Alors, c'est pas un nouvel humoriste, c'est pas un gars qui débarque, mais je le découvre comme humoriste parce que j'ai regardé son spectacle complet. Et moi, je connaissais The Bref, je trouvais efficace, mais je trouvais que lui était efficace, mais je trouvais l'écriture, tout ça, tout était efficace dans cette mini-série. Et que là, sur scène, j'ai trouvé le fonctionnement, l'écriture. Et je sais qu'il écrit pas, il y a un autre gars qui écrit avec lui et tout, mais... Oui, ils écrivent vraiment à deux avec Navo et c'est un vrai partage. Et ils sont passionnants à écouter. Si vous avez l'occasion, tous les podcasts, tout ce que sort Kian Kojandi, pour le moment, il fait des vidéos YouTube où il rencontre des gens, ils font une espèce de podcast filmé qui est génial. Mais moi tout ce qu'il fait me passionne. C'est quelqu'un que j'écoute et j'ai envie d'écrire. J'ai le sourire, je suis content. C'est un gars avec qui je pourrais faire le transfert d'Alexandre Astier et dire tiens, le gars, il a vraiment, il est passionnant. Mais voilà, donc c'est pas un nouvel humoriste, c'est pas une découverte. En Belgique, j'en découvre tous les jours. Je vais pas dire un nom en particulier, mais il y a pas mal de potentialités, voilà. Et alors vraiment pour finir, ici je vais te demander de choisir entre deux humoristes. C'est un petit battle. Tu dois à chaque fois choisir lequel. T'es pas obligé de justifier. Tu peux si tu veux, mais entre Jamel et Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Pirette et Jérôme Dewarzé. Jérôme Dewarzé. Desproges et Coluche. Chaud. Je suis plus proche de l'humour. Enfin, l'humour de Desproges me touche plus que celui de Coluche. Peut-être qu'il a fait moins de blagues sur les Belges. Non, j'apprécie beaucoup le clown parce que ça m'inspire beaucoup le côté clown, mais le côté cynique et humour noir de Desproges, je trouve ça. Et j'ai joué des textes de Desproges à l'Académie, etc. à l'époque, et ça m'a beaucoup. Moi, ça serait Desproges de toute façon. Oui, non, mais voilà, mais. Donc moi, je comprends les deux. Et c'est vraiment deux styles très différents. Jérémy Ferrari ou Arnaud de Samer. Arnaud de Samer, Arnaud de Samer pour tout le côté impro, même si Ferrari en fait aussi, etc. Mais je trouve, et ça a gars décalé. Et un style particulier à part. Entre Haroun et Fari. Alors Fari je connais parce que j'ai joué avec lui sur scène à Paris. Et Haroun par contre je connais pas. Je suis désolé. Un que je te conseille vraiment, moi j'adore, c'est pour le moment je trouve en France un des meilleurs.
Comme je suis moins en France, puisque du coup je sais que je vais pas inviter des artistes français ici, mais je suis moins droit, mais je vais regarder. Et du coup Fari parce que je le connais, enfin je le connais. C'est le mec, je l'appelle. Non, mais j'ai eu la chance d'être sur scène avec lui et c'est au moment où il commençait. Entre Florence Foresti et Blanche Gardin. Moi Foresti, j'aime bien son parcours, mais j'adore Blanche Gardin, mais j'aime bien le parcours de Foresti, d'où j'avais vu pas longtemps justement une bio un peu de comment elle est venue là et je trouve que c'est sympa. Après. Et le tout dernier. Là, tu dois choisir entre deux personnes que tu produis. Tu as Nathan Drapa d'un côté et Louise de l'autre. Je peux pas choisir. Tu peux pas choisir. À la base, j'avais mis Nathan et moi, mais je me suis dit, tu vas répondre Nathan et je vais te vexer toute ma vie. Voilà. Donc, alors, je t'en propose un autre. Et j'avais noté entre Louis C.K. et Seinfeld. Super. Merci beaucoup. On est un petit peu pressé par le temps. Oui, j'espère que vous n'avez pas été trop dérangé par le bruit. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps parce qu'on a pris plus d'1 heure et demie, je pense. Parce que, voilà. Et on fera un volume 2, promis. Toutes les infos, Mons Comedy Club, vous trouverez Facebook, toutes les infos. Voilà. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci. J'ai hâte de voir le spectacle de Fanny Rivet maintenant. Eh ben oui, et voilà. qui arrive et donc il faut que j'y aille. Ça va, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.